Bonjour à toutes et à tous. Lors de la vidéo précédente, on s'est intéressé à la première partie de cet acte qui est tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour cause, au bailliage de Mortain, à l'aube du XVe siècle, une discorde éclate au sujet de la gestion des biens issus d'un héritage. Et tout cela est assez courant, puisqu'il y a des enfants mineurs qui dépendent de cet héritage. Mais bon, on vous avait laissé là-dessus juste avant la partie la plus fun de l'acte. Et ça, c'est moche. Du coup, générique. Vous l'avez compris, on va rester sur une analyse institutionnelle. Et surtout, juridique. Faut dire que t'aimes bien ce genre de sujet aussi. Oh oui, et je sais que c'est pas sexy, mais c'est pourtant fondamental pour comprendre la société de l'époque moderne. Tout est là, littéralement. Et il exagère à peine. Mais non, allez, rentrons directement dans le vif du sujet. Sur quoi il avait eu cri de haro, et sur ce procès, assis en l'assise de Mortain, qui encore... Évoquer à cet endroit les assises signifie que l'affaire initiale est jugée suffisamment importante pour être présentée aux assises du bailliage. On voit ici la vision de Bruegel l'Ancien sur la justice du XVIe siècle. Il propose une allégorie placée sur un piédestal. De manière classique, une femme aux yeux bandés pour montrer l'impartialité. La femme à la balance et au glaive est placée au centre de l'appareil judiciaire, juste devant un procès public, peut-être des assises. Et concrètement, en quoi consistent les assises ? Lors des assises, les parties assurent un débat contradictoire, avant les plaidoiries sur le fond. Celles-ci se tiennent de manière régulière, parfois annuelle, dans différents chefs-lieux. You are charged with a school zone violation. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là de l'acte, la procédure que nous avons décrite dans l'autre vidéo connaît un véritable tournant. Quoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Eh bien, il est indiqué qu'il y a eu une clameur de haro. D'accord, mais c'est quoi le concept ? Attends, je te montre. Haro ! Haro ! Voilà, si vous êtes aussi avancé que moi, indiquez-nous en commentaire à quoi vous pensez. À quoi peut bien servir le fameux cri de haro selon vous ? Il s'agit à l'origine d'un simple cri de détresse et d'urgence, qui évolue au cours du temps. Progressivement au cours du Moyen-Âge, cette simple clamor publicus se charge d'un sens juridique précis. Ainsi, ce cri public peut intervenir dans une procédure civile ou criminelle. D'ailleurs, sans surprise, il a été beaucoup mieux étudié dans les procédures criminelles. Cette clameur vise à faire connaître une offense constatée en flagrant délit. Typiquement, je me fais voler mon sac. Oui, voilà. Eh bien, avec le cri, tous ceux qui l'entendent doivent mettre en œuvre tous les moyens possibles pour défendre l'agressé. Genre, tout le monde autour doit se mettre à faire un croche-patte au voleur ? Mon collier! Arrêtez! Oh voilà! Arrêtez! Oh voilà! Laissez-moi partir! Tout à fait. Chaque personne qui l'entend répète le cri « Sa troupe sort les armes et aide la victime ». Naturellement, l'objectif est d'arrêter l'agresseur, afin de le remettre immédiatement à la justice. La version super efficace de l'ordre public, version Ancien Régime. Tu ne crois pas si bien dire. En ouvrant une action judiciaire, la clameur peut même être considérée comme une preuve de culpabilité. Donc, si j'avais vraiment crié « haro » en Normandie comme tout à l'heure... Mais on est en Normandie.
Donc je disais, si j'avais vraiment crié comme ça dans la Normandie d'Ancien Régime, j'aurais déclenché une procédure judiciaire. Et d'ailleurs, c'est encore le cas sur les îles anglo-normandes. Par exemple, en 1985, et je dis bien en 1985, la Cour d'appel de Guernesey a édicté quelques règles au sujet de la recevabilité des clameurs, puisqu'on a constaté quelques petits abus. Et ce n'est pas pour rien si la clameur s'applique encore là-bas. C'est lié au fait que la coutume de Normandie y est encore d'usage en droit. Or, c'est un élément nécessaire pour le cri de haro. Pour que la clameur ait une valeur, il faut que le cadre coutumier s'applique. Ok, ça, c'est pour la Normandie. Mais si je suis normand et qu'à l'époque, je braille « Haro, haro !» en plein Paris, il se passe rien. Bah si, tu te fais voler ton sac. Et tout le monde s'en fout. Du coup, en plus d'être victime, t'as l'air juste ridicule puisque tout le monde te regarde en train de crier « Haro, haro !» toute seule. Au voleur, assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? D'accord. C'est donc que cette clameur n'existe qu'en Normandie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Comme tout numéro d'urgence, il faut simplement savoir composer le bon. En Gascogne, en Languedoc, en Catalogne ou en Aragon, on en trouve différents cris. Biore, biafora. Ou encore avi, fuerza. Il permettait également la saisine immédiate du juge. Tu imagines si ça existait encore? Ce serait mais tellement utile. Même si je suis sûre que certains en abuseraient forcément. Oh, mais c'était prévu par le droit. Toute utilisation mal à propos faisait courir le risque d'une amende. Mais du coup, ça m'intrigue. Ces clameurs, elles étaient vraiment utilisées? Il reste difficile de mesurer la place réelle que les justices du Moyen-Âge ou d'Ancien Régime accordent au cri de haro, par exemple. Mais on peut faire l'hypothèse que la pratique s'est durablement exprimée avec force devant la justice. Sauf qu'on manque de registres pour le vérifier durant l'époque médiévale. On connaît quand même quelques cas anciens, comme celui d'un paysan nommé Asselin, venu crier « haro » en plein milieu de la procession funèbre de Guillaume le Conquérant en septembre 1087. Non mais c'est inimaginable! C'est le roi d'Angleterre et duc de Normandie! Mais il ne le fait pas pour rien. Le paysan estime que Guillaume le bâtard va être inhumé sur un terrain qu'il pense être le sien. Oui, mais donc concrètement, le paysan, il finit au bout d'une corde et on n'en parle plus. Sauf que non. Il est bel et bien mené devant le juge afin d'apprécier la qualité de sa plainte. Et l'inhumation est interrompue. Sérieusement? En plein mois de septembre? J'espère qu'ils n'ont pas attendu trop longtemps, parce que bonjour l'odeur. Toujours est-il qu'au-delà de cette affaire qui est très très connue évidemment, il suffit de se confronter aux archives anciennes en Normandie pour tomber sur une procédure ou une autre qui implique une clameur. Et en fait c'est très courant. Signe que la procédure recoupe une réalité certaine et concrète encore au XVIIe siècle. D'ailleurs, quand ils sont disponibles, les fonds des bailliages contiennent de nombreuses traces et de cris de haro. Et c'est pour tout un tas de cas. Haro pour l'abattage d'un arbre, haro pour le squattage d'une grange, haro pour se faire épouser. Tiens, fallait y penser à celle-là. Et oui. Et dans notre acte, d'ailleurs, c'est une clameur de haro parce qu'une des parties se sent lésée quant à la possession de ses biens. L'idée est de stopper un acte d'exécution qui pourrait causer un préjudice irréparable en raison des lenteurs de la justice. C'est donc une procédure civile. Ainsi, le cri poussé contre les officiers chargés de mettre en œuvre la contrainte permet de suspendre la procédure. Si je comprends bien, un huissier vient saisir mes biens et je crie haro. Parfaitement. Il doit s'arrêter et on mène l'intéressé devant le juge afin de traiter la procédure. Et si l'huissier ne respecte pas cette procédure, il commet un attentat contre le haro. Il risque donc une amende. Et pam! Dans les dents. Dans le texte qui nous intéresse, la clameur renvoie directement tout un pan de l'affaire en jugement devant l'échiquier. L'objectif est donc d'ouvrir le débat juridique sur la possession des biens. Mais attention, sans arrêter l'autre partie de la procédure. C'est uniquement la partie sur les biens qui est renvoyée. Dans notre procédure du jour, l'idée est probablement d'empêcher Michel le Monnoyer de se saisir des biens. Mais dans la suite de l'acte, il est bien précisé que, par cet accord, le dit Dubreuil jouira et exploitera le temps durant de ses meubles et héritages, nonobstant qu'il y eut cri de haro. D'ailleurs, l'acte précise aussi que les biens ont été mis en la main du roi notre sire et qu'ils sont donc bien concernés par la procédure engagée à l'échiquier. Tout à fait. Mais l'acte précise aussi que ce placement est sans préjudice de la cause, le procès fini. Dans ce cas,
le lancement de la procédure du cri du haro n'est pas substantif et on lui laisse donc la gestion des biens en attendant qu'une décision soit prise. Jusqu'au prochain échiquier, comme c'est écrit. Ainsi, vous l'aurez compris, ce qui fait que notre affaire du jour est évoquée à l'échiquier, c'est uniquement les éléments en lien avec la clameur, alors même que le reste du jugement se poursuit tranquillement au bailliage. Mais du coup, pourquoi ça renvoie l'affaire devant l'échiquier? Ça pouvait pas être jugé au bailliage, comme le reste, parce que ça complique la procédure, puis ça rajoute des frais, tout ça, enfin... Et non, la justice royale s'est attribué la compétence spéciale de connaître les affaires pour cri de haro. Allez, reprenons notre analyse du texte. Pendant par entre eux. Savoir faisons que, aujourd'hui, par devant Henri le... Dans entre eux, on trouve une jolie abréviation en R qui ressemble assez à une apostrophe qu'on pourrait attendre de manière classique. Avec par devant, on trouve un P barré à partir du P droit. À partir du XVIe siècle, on le rencontre plus souvent à partir du P en X, comme dans cet exemple. Mais au XVe siècle, c'est souvent tracé à partir du P droit. Parfaitement. Dans l'évolution des écritures, on constate aussi des modes. C'est pas facile. Elles n'ont rien à voir. Ça vous fait rire? Non. Non, c'est rien. Je trouve que... Pour moi, les deux ceintures sont parfaitement identiques, mais vous savez, j'ai encore beaucoup à apprendre sur les fringues. Vigneron, clerc, tabellion juré en la dite vicomté, furent présents le dit Jean. Pour cette ligne, clairement, pas de surprise par rapport à ce qu'on a déjà vu dans la première vidéo, puisqu'il n'y a que des contractions avec la dite et présent. Par contre, le dit n'est pas abrégé, parce que, pourquoi pas? Dubreuil, pour lui et soit faisant fort, pour sa femme et pour Michel. De même, sur cette ligne, on trouve deux et tyroniens qu'on a déjà croisés et un tilde de nasalisation pour femme. Qu'on a aussi déjà croisé dans la première vidéo. Et en fait, là, c'est une des caractéristiques des textes anciens. Si le système abréviatif est assez riche, en général, un clerc n'utilise pas toutes les options. Ah oui, il adapte en fonction de ses habitudes propres. C'est cela même. Il faut donc bien repérer les particularités de chaque main. Par contre, attention, on est au XVe siècle. On va donc trouver la variante de Michiel plutôt que Michel avec un i. C'est un point de vigilance qu'il faut avoir à l'esprit. Jolin et sa femme, en tant que AE touché d'une part, et Henri de Sahure. Ici, une lecture en Johu serait assez tentante, mais c'est une question de statistique. De statistiques. En cherchant attentivement, on constate que le patronyme n'est pas présent en France avant une époque bien tardive. On peut même penser que Johu est surtout présent dans les espaces anglo-saxons. La lecture en Jolin se tient paléographiquement et est donc plutôt à privilégier ici. Donc, sauf indication contraire, il paraît logique de toujours choisir la piste qui est la plus parcimonieuse. C'est logique. Lorsque plusieurs noms peuvent être lus, le mieux est donc de privilégier l'option qui fait intervenir le moins de paramètres possible. Vous pourriez objecter que si c'était Jolin, le N devrait chuter sous la ligne d'écriture en position terminale. Je vous vois venir en commentaire, Et vous auriez raison, mais... Le mais, c'est que ce clerc n'est pas régulier de ce point de vue. Et globalement, en fait, il chute peu, voire pas dans d'un, lui ou Jean, dans le même texte. Ou sinon, c'est juste que le clerc s'est planté. C'est possible aussi, après tout. Il a écrit Johu en lieu et place de Jolin. Ou sinon, c'est juste que le clerc s'est planté, effectivement. Auquel cas, nous aurions la confirmation que la personne qui tenait la plume était humaine, puisqu'il fait des erreurs. Que celui qui ne commet jamais d'erreur lui jette la première pierre. Was it you? Yes. Right. Well, you did say Jehovah. Et je sais pas si t'as remarqué, mais sur les deux lignes qu'on vient de voir, il ne s'embête même pas à mentionner le nom des épouses. Même si c'est largement à relativiser dans les actes de la pratique, le grand coutumier l'affirme avec force. L'homme et la femme sont deux en une chair. Leur possession ne doit être qu'une, de quoi le mari a la seigneurie. En gros, elle compte pour du beurre. Disons que si on avait encore un doute, le même grand coutumier préfère se montrer plus précis en ajoutant que les femmes ne peuvent rien avoir pour elles, que tout ne soit à leur mari.
Bah voilà. Et après ça, pourquoi s'embêter à les nommer? Effectivement. Le plus souvent, les actes ne font pas la distinction entre les biens du mari et ceux de la femme, faisant état d'un véritable patrimoine conjugal. L'effacement des femmes dans l'histoire incarné avec un simple acte. Pour autant, la coutume de Normandie est protectrice des biens issus de la dot, et ce, même contre le mari. Elle est même plus protectrice qu'ailleurs. Si le mari passe outre, la femme normande demeure assurée de recouvrer son bien, alors que la plupart des autres coutumes se montrent fermes dans la condamnation des abus du mari. Mais ne propose pas de bien de substitution pour compenser un abus, alors que c'est le cas en Normandie. Comme quoi, il y a du bon à prendre dans la coutume de Normandie. À côté d'une extrême rigueur sur certains points, d'autres sont très novateurs. Cela a fait l'objet d'interminables débats historiques d'ailleurs. Parfois encensé pour son modernisme, parfois condamné pour sa fermeté. La coutume normande est donc purement ambivalente. Et pas qu'un peu. Et quand on regarde les actes de la pratique et qu'on élargit la focale, concrètement, la différence avec le reste du royaume n'est pas toujours aussi évidente qu'on aimerait le croire. Il y aurait donc un monde entre la vie quotidienne et les débats juridiques. Oh mais quelle surprise! De là à dire que cette affaire de la place des femmes dans la coutume a fait beaucoup du bruit pour rien, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il adore les débats d'histoire du droit. Mais personne n'est parfait. Écuyer. Soit faisant fort quant à ce qui en suit, pour le dit mot noyé ou. Cette ligne nous offre un nouveau S barré dans le texte. Ici, il est tracé de manière fractionnée alors qu'on a pu le rencontrer avec un seul trait de plume au début de l'acte. Non que dessus d'autres, qui, de l'ordi décor principal et dépend, il se compromittre et descendir, ou dit sentence et volonté et ordonnance. Ici, les surprises demeurent limitées. D'autres et compromittre comprennent des abréviations en R. Compromittre, c'est pas un peu bizarre? Bonne question. Le verbe se rencontre dans la formule compromittre et descendir, et parfois compromittre de haut et de bas. Bref, la formule a toujours le même sens. On a aussi un tir groupé de nouveaux étironiens, mais on en a déjà vu quelques-uns. Oui, et un petit débarré dans Oudi. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec Audi. C'est bel et bien une lettre O au début, et ce synonyme se maintient durablement dans les actes d'Ancien Régime, notamment dans les formules qui sont de véritables conservateurs à archaïsme. Il faut donc toujours garder l'option en tête lors de vos transcriptions. Par ailleurs, on est dans une partie de l'acte qui incarne parfaitement les difficultés en paléo. Ici, la langue employée se surcharge de formules juridiques qui s'éloignent sensiblement du parler quotidien. Oui, c'est toujours pareil dans les actes notariés actuellement. Et c'est pas plus drôle à lire de nos jours, je te l'accorde. Cela dit, les actes de la pratique doivent essentiellement avoir un contenu clair, quitte à être ultra répétitif. Et oui, l'objectif, c'est bien d'éviter toute contestation. Dans la continuité des chartes médiévales, l'efficacité repose sur l'uniformité et la conformité des formules. Elles sont donc essentielles. Et puis, finalement, c'est un avantage ces formules à n'en plus finir. Elles sont facilement googlisables. De Jean Lecordier et Guillaume Gaumont, avocats, premiers arbitres élus. On trouve une nouvelle contraction attendue dans le prénom Guillaume. Celle-ci est plus que classique. Par contre, avec premiers arbitres élus, c'est intéressant. On rencontre le fameux P tilde. Ici, tracé à partir du P droit, qui porte simplement un tilde, comme son nom l'indique. Arbitre contient simplement une abréviation en R. Dans ce cas, les arbitres sont élus par les deux parties, éventuellement sur une liste fournie par la Cour de justice. Et pour cause, dans une procédure, l'arbitrage est un moyen de trouver un accord qui est parfois préféré à la simple transaction. Autrement dit, ça veut dire qu'en général, on préfère payer? Oui. Souvent, arrivé au bout d'une procédure, on préfère transiger en trouvant un accord. L'arbitrage est privilégié à la louche dans seulement 10% des cas. C'est dire si c'est marginal. Avec la suite de cet acte, on constate que ce n'est pas une solution magique pour résoudre un conflit. Ainsi, les deux arbitres désignés ne trouvent pas d'accord, et on est alors contraint de trouver un troisième arbitre qui aura semblable pouvoir au-dessus de 10 arbitres. L'acte ajoute qu'il en pourra dire et sentencier tout à sa pure et pleine volonté. Il a donc le procès au bailliage entre les mains. De leur accord, l'esquieux en pourront dire et sentencier tout à l'heure. L'esquieux? Qu'est-ce que l'esquieux? Employé en concurrence avec lesquels, avec un Z final, parfois même dans le même texte, cela en revient en fait finalement du pareil au même. Ah oui, d'accord. Bon, je comprends.
Et à partir de là, c'est un festival de formules dans l'acte. Et pas qu'un peu, hein. Dire et sentencier, par exemple, est à nouveau facile à googliser, ce qui permet de faire ressortir des points de comparaison qui peuvent débloquer bien des situations. Pure et pleine volonté, partie présente ou absente, l'une présente et l'autre. Plusieurs abréviations, mais pas de surprise une nouvelle fois. Deux et tyroniens, dont l'un est isolé. Dans et pleine, Et l'autre est agglutiné avec ce qui suit. dans et l'autre. Présente avec ou sans S à la fin est une simple abréviation par contraction. Absente à ceux appelés ou non, témoin et raison oui ou non commencé. Et raison n'est pas évident à lire. On observe l'accumulation d'un et tyronien avec un joli S barré dans le terme qui suit. De même, sur cette ligne, commencier, ce n'est pas un cadeau. Et oui, on a affaire à deux tildes de nasalisation dans le même terme, sauf que l'un remplace un M et l'autre un N. Sur cette ligne, relevez également la présence d'une superbe ligature CE, à tel point que les deux lettres semblent fusionner. Et le T de témoin, il est un peu étrange, non? Il l'est parce qu'il est orné avec une barre supplémentaire, mais en fait rien de plus. Rien de plus. Et là, le truc devant le T, là, c'est quoi ça? En fait, cela ne fait pas partie de la lettre. Il s'agit d'un simple signe de ponctuation. On en a rencontré d'autres dans le texte, mais en fait, on n'y a pas fait plus attention que ça. À ouïr et non pour ouïr, ordre de droit et de coutume, garder ou non, et généralement et spécialement, ou et en quelque manière qu'il leur plaira. Il ne manque pas quelques lettres dans ta transcription de généralement et spécialement. Et non, c'est une formule et bien souvent on trouve ce genre de variante orthographique. On en rencontre d'autres dans le même genre. En paléographie, il faut donc toujours se méfier des variantes et bien prendre le temps de vérifier ce que l'on pense lire. Le terme de manière connaît une nouvelle abréviation en R, comme on en a déjà vu dans entre et arbitre. Ou que bon leur semblera, sans ce que lesdites parties s'en puissent. Encore une fois, sans est bizarre là, non? C'est surprenant, oui, mais il faut garder à l'esprit que les graphies surgies de l'automne du Moyen-Âge peuvent être de nature à surprendre. On ne trouve plus des graphies typiquement régionales, comme c'était le cas avant le XVe siècle. Il y a donc une forme d'uniformisation. Oui, mais cette uniformisation ne saurait cacher la présence d'une multitude de variantes possibles, et parfois même pour un même terme. Souvent, c'est même une source d'informations précises sur la manière de prononcer. Et c'est le cas pour sans? Dans « sans », le Z est intéressant. Il a une histoire. Originellement, il correspond à un son spécifique. Toutefois, dès l'ancien français, comme le X, il devient une simple variante du S terminal. Souvent, le choix semble résulter de ce qui se faisait déjà en ancien français. Et en fait, c'est donc la tradition qui préside pour déterminer la lettre finale marquant le pluriel. Douler n'est rappeler n'est dire que isse arbitre et sentencier. Douler. Si je suis bien le sens du texte, ce serait quelque chose du genre opposé? Oui, c'est un peu l'idée. Douler signifie se plaindre si tu veux. Se fier au sens d'un acte est souvent un bon moyen de trouver la définition d'un terme. En plus, ou main que chargé n'était, et ou cas du décor, ou qu'il n'en aurait sentencié accordablement dedans Noël prochainement venant, les 10 arbitres éliront un tiers, et s'ils sont à décor dedans la prochaine assise de Mortain. Là, j'ai laissé dérouler, puisqu'il n'y a pas grand-chose de nouveau en dehors d'une formule intéressante avec prochainement venant. Celle-ci se rencontre souvent et mérite votre attention. Oui, d'accord, mais enfin, la lecture, là... C'est pas évident, hein? Ici, on retrouve un P spécial au début de prochainement. C'est le P bouclé, c'est ça? C'est ça! Il sert pour tout ce qui contient le son pro, au début du terme comme dans prochainement, ou en position médiane comme dans approuvé. Quant à venant, il s'agit simplement d'une abréviation par suspension. Comme vous l'avez constaté, je m'arrête volontairement ici, puisque cela permet de planter le décor. Mortain est une ville du diocèse d'Avranches, qui se situe à 7 lieues de là. Quoi? Je sais pas, 7 lieues? 7 lieues, quoi. Oh, bon, c'est un truc comme 35 km. Mortain se situe en plein bocage, en bordure de forêt, et est environné de landes. D'ailleurs, le dicton le dit bien. À Mortain, plus de roches que de pins. C'est une véritable forteresse qui, depuis 1378, est privée de ses fortifications, suite à la prise en main des terres du roi de Navarre par Charles V. C'est un peu rude quand même, cette prise en main.
Il s'agit d'une sanction puisque le roi de Navarre est Charles le Mauvais et il s'était allié aux Anglais. Allez-vous-en! Rentrez chez vous! En paix! Si vous ne partez pas tout de suite, vos corps reposeront sous cette prairie! Si Mortain a subi un siège infructueux en 1354, il faut attendre l'intervention réussie de Bertrand du Guesclin quelques années avant la rédaction de notre acte. Et le connétable reprend alors la cité, sans trop de résistance d'ailleurs. Le fait de raser les fortifications est donc un moyen de forcer les habitants à rester fidèles, puisque sans protection. Donc voilà. À l'issue de cette analyse, j'espère que vous en avez compris davantage au sujet des procédures juridiques d'Ancien Régime. La clameur de Haro s'inscrit parfaitement dans le droit d'Ancien Régime. Il s'agit bien d'une procédure d'urgence. En même temps, au vu du rythme de la justice, une procédure rapide n'apparaît pas totalement farfelue, hier comme aujourd'hui. C'est d'autant plus vrai dans le cas d'un flagrant délit. Cela dit, il faut être clair sur le fait que des procédures de ce type se rencontrent partout dans le royaume. Il ne faut donc pas trop en faire à ce sujet. De fait, l'exception normande est largement à relativiser. Dans l'affaire qui nous intéresse ici, le cri permet de renvoyer tout un pan de l'affaire directement à l'échiquier de Normandie. Si l'objectif peut être de protéger les biens directement menacés, on peut aussi envisager une stratégie juridique visant à multiplier les coûts. L'idée, c'est que ça reviendrait plus cher à la partie adverse en ouvrant une nouvelle procédure en plein milieu d'un procès déjà engagé. C'est ça. Surtout que la clameur renvoie l'affaire dans une autre juridiction qui se situe à Rouen, avec tout ce que cela implique de déplacements, d'avocats à changer, j'en passe. Mais en vrai, on n'en sait rien. Ici, le document est isolé, et les registres manquent clairement pour comprendre la suite de la procédure. Comme souvent, en histoire, on doit donc en rester à une simple hypothèse et rien de plus. Et c'est bien aussi les hypothèses. Surtout quand on n'a pas la moindre preuve pour les étayer. Ah, ça va, hein? Allez, en attendant le mois prochain, tipeuses, tipeurs, futures tipeuses et futurs tipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.